Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'histoire de ce chercheur qui a voulu prouver les bienfaits de la diversité et du multiculturalisme et qui, sans le vouloir, a prouvé absolument tout le contraire? Laissez-moi vous raconter l'histoire fascinante de Robert Putnam. Né le 9 janvier 1941 à New York, c'est un professeur et chercheur américain qui enseigne à l'université de Harvard. Et si ce cher Robert Putnam est connu, c'est avant tout pour ses travaux sur le capital social aux États-Unis. Alors, juste petite définition comme ça au cas où, le capital social, ce sont les réseaux de relations entre les personnes qui vivent et travaillent dans une même société, permettant donc à cette dite société de fonctionner efficacement. Robert Putnam a développé pas mal de théories sur la manière dont les liens sociaux affectent la démocratie et la société. Et il se trouve qu'un de ses livres a fait beaucoup parler de lui et de ses travaux, mais pas forcément pour les raisons auxquelles il s'attendait. Vous allez le voir. Et ce livre, c'était Bowling Alone, un livre sorti en l'an 2000 et dont le but était d'explorer la chute du capital social aux États-Unis. Alors vous l'aurez peut-être compris par vous-même, le titre du livre, Bowling Alone, fait donc référence au fait de faire du bowling tout seul. C'est donc une référence à la diminution de ces activités communautaires parce que normalement le bowling, ça se joue à plusieurs. Jouer au bowling tout seul, dans la culture américaine, c'est une image assez forte pour symboliser l'augmentation de la solitude. Bref, les Américains sont de plus en plus isolés. Mais surtout, ils sont de moins en moins liés à des groupes. Et ce que le professeur Putnam voudrait faire, c'est donc réanimer ce qu'il appelle les réseaux sociaux. Mais attention, les réseaux sociaux de la vraie vie, pas ceux d'Internet, c'est-à-dire les connexions réelles entre les gens, et ce pour des raisons extrêmement pragmatiques, parce que les gens heureux sont de meilleurs contributeurs à la société. Ils sont davantage enclins à aider les autres et à développer l'économie. Parce que notre ami Robert Putnam, il a plutôt des convictions de gauche, et c'est d'ailleurs un grand partisan du multiculturalisme et de la diversité. Et à la base, quand il a commencé son travail de recherche, c'était en partie pour montrer les bienfaits du multiculturalisme et de la diversité. Seulement voilà, la découverte qu'il va faire à travers son travail de recherche va totalement ébranler ses convictions, puisqu'il va se rendre compte que non seulement la diversité et le multiculturalisme n'améliorent pas le capital social aux États-Unis, mais que plus encore, c'est l'un des principaux responsables de sa destruction. L'étude de Robert Putnam a consisté à sonder 41 communautés américaines, du Dakota du Sud, dans une zone rurale homogène, jusqu'à San Francisco, qui est l'une des villes les plus cosmopolites des États-Unis, mais aussi du monde. Malheureusement, la conclusion va s'imposer à Putnam d'elle-même très rapidement. Plus une zone est diverse et multiculturelle, moins les habitants ont confiance en leurs voisins. Mais en réalité, c'est encore pire que ça. Cette baisse de la confiance, elle ne se manifeste pas seulement d'une communauté vers les autres, mais également au sein même des communautés. Avec la diversité, les gens se comportent comme des tortues. Ils se rétractent dans leurs coquilles. Et les conséquences négatives ne s'arrêtent pas là. Non, très loin de là. En fait, il a même pu en faire toute une liste. Faible confiance dans les administrations locales, les hommes politiques de proximité et les médias locaux. Faible efficacité politique. Faible confiance dans l'influence des politiques sur les changements réels. Faible inscription sur les listes électorales. Et plus de participation aux manifestations protestataires et aux réformes sociales. Moins d'attentes concernant les actions collectives visant à résoudre certains problèmes, comme le bénévolat. Moins de chances de participer à un projet pour la communauté. Moins de chances de donner à des organismes de charité. Moins d'amis, de proches, de confidents. Moins de bonheur personnel. Augmentation du temps passé devant la télévision, etc. Et plus encore, dans les résultats de ses recherches, il s'est rendu compte que les jeunes avaient encore plus de mal à accorder leur confiance que les personnes les plus âgées, mais aussi que les Noirs et les Hispaniques étaient plus enclins à ne pas faire confiance aux autres que les Blancs et les Asiatiques. Et bien évidemment, plus on habite dans des zones où la criminalité est forte, et moins on fait confiance. Alors bien sûr d'autres paramètres rentrent en compte comme le niveau d'études, mais la variable la plus importante dans cette baisse de la confiance, c'est bel et bien le multiculturalisme. Il y a cependant quelques informations que le professeur Putnam a omis d'inclure dans son étude. Et vous allez voir, c'est intéressant. En fait, les quartiers les plus homogènes dans lesquels il a enquêté étaient des quartiers blancs. Mais il n'a pas communiqué les résultats des zones majoritairement noires ou majoritairement hispaniques qu'il avait sondées. Tout simplement parce que les résultats n'ont pas été fournis. Alors pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, c'est un mystère. Alors on pourrait supposer que si ces données n'ont pas été fournies, c'est probablement parce qu'elles n'allaient pas dans le sens de l'histoire que Putnam essayait de raconter, mais enfin, ce serait qu'une supposition.
Bon, mais du coup, son étude est davantage une étude sur les effets de la diversité sur les Blancs que sur l'ensemble de la population. Et c'est quand même très dommage de ne pas avoir eu l'intégralité des résultats, parce qu'il aurait pu être intéressant de comparer, justement. Le truc, c'est qu'avec cette absence d'informations, une question reste en suspens. Est-ce que l'homogénéité ethnique est une bonne chose en toutes circonstances et pour toutes les communautés? Ou bien... Bon, on va pas tourner autour du pot, le plus probable serait que l'homogénéité ethnique n'affecte pas de la même manière toutes les communautés. Après tout, les quartiers majoritairement noirs ne sont pas connus pour pratiquer énormément de bénévolat, moins regarder la télé ou avoir davantage confiance en leur gouvernement. Mais il y a autre chose qui est intéressant par rapport à cette étude, c'est qu'il semblerait que les Blancs qui vivent dans des quartiers homogènes, où il y a peu de diversité, ont une bien meilleure opinion des autres communautés que les Blancs qui vivent parmi ces communautés. Mais l'étude de Putnam va plus loin, puisqu'il cite une demi-douzaine d'études qui proviennent d'Australie, de Suède, du Canada, qui montrent, comme la sienne, que la diversité abaisse la confiance et fait même décroître les investissements publics. Alors, comme je vous l'ai dit, Robert Putnam n'a pas aimé ce qu'il a découvert, à tel point qu'il n'a pas voulu publier tout de suite les résultats de ses recherches. C'est en fait un journaliste du Financial Times qui va lui forcer la main. Mais toutes ces découvertes l'ont tellement retourné qu'il va passer pas loin de 6 ans à réfléchir à des façons de, je cite, « compenser les effets indésirables de la diversité », parce que, selon lui, il aurait été, je cite encore, « irresponsable de publier l'article en l'état ». Et d'ailleurs, il finira par regretter amèrement ses paroles, puisque ça revenait à admettre ouvertement qu'il avait été obligé de maquiller la vérité avant de publier les résultats de ses recherches. Parce que non seulement il a découvert que la diversité ethnique et raciale détruisait la confiance dans ses voisins, mais également qu'elle détruisait la confiance dans les institutions. Pourtant, il insistera jusqu'au bout pour dire que sa conviction intime est qu'à moyen ou long terme, les gens finiront par aimer la diversité et que la société s'en trouvera renforcée. Donc même si tout lui indique que forcer la diversité n'est pas une bonne chose, il s'entêtera à refuser, au nom de ses convictions personnelles, d'accepter cet état de fait. Il faut dire aussi qu'entre-temps, il a reçu pas mal de courriers de gens qu'il considérait comme des racistes ou des activistes anti-immigration qui l'avaient contacté pour le féliciter. Et ça lui a fait très mal. Finalement, l'étude sera publiée dans un numéro du Scandinavian Political Studies de 2007, soit 7 ans après la sortie du livre Bowling Alone. Bon, mais alors, une fois que le professeur Putnam a pu établir que la diversité entraînait globalement moins de confiance dans le gouvernement, mais aussi entre les gens, qu'elle augmentait l'absentéisme scolaire, qu'elle diminuait les dons aux organismes de charité, et que d'une manière générale, elle rendait tout simplement les gens moins heureux, comment a-t-il continué à la défendre malgré tout? D'une part en expliquant que les personnes apprennent à aimer la diversité, mais que ça prenait simplement du temps. Et la preuve de ça, selon lui, c'est que l'Amérique WASP a réussi à absorber différentes immigrations au cours du XXe siècle. Ce qui est vrai. Mais le problème avec cet argument, c'est que ces immigrations étaient des immigrations européennes. Donc il n'y avait pas de diversité ethnique et il y avait un socle civilisationnel commun. Bref, c'est un énorme contre son camp, parce qu'il parle d'immigration blanche qui rejoint une communauté blanche. Mais surtout, il ignore le fait que ces ethnies européennes ont été absorbées parce qu'elles avaient appris l'anglais et qu'elles étaient devenues très rapidement identiques au WASP, que ce soit en termes de revenus, d'éducation, de taux de criminalité, etc. Bref, il y a eu une assimilation, c'est-à-dire l'opposé même du multiculturalisme. Parce que l'assimilation, ça veut dire conserver une homogénéité culturelle. Pire encore, il oublie de mentionner le fait que ni les Noirs ni les Indiens n'ont été assimilés à la société américaine, alors qu'ils étaient là depuis beaucoup plus longtemps que les fameux immigrés européens dont il parle. L'autre grand argument du professeur Putnam, c'est que la diversité est par essence une bonne chose. Voilà, c'est comme ça, c'est bien et puis c'est tout. Une fois que la détestation primaire sera dépassée, on se mettra à l'aimer. Tout ne serait donc qu'une question de temps et d'effort. Plus encore, selon lui, cette diversité favoriserait la créativité, puisque les immigrants auraient 4 fois plus de chances que les Américains de naissance de gagner des prix Nobel, des Oscars et autres récompenses. Ce qui est quand même un drôle d'argument qui prouve simplement que cette immigration est davantage une chance pour les immigrants eux-mêmes que pour le pays d'accueil. Bref, la grande conclusion de Putnam, pour paraphraser, c'est « Ok, c'est vrai que le multiculturalisme et la diversité, ça marche pas du tout. Mais on devrait insister jusqu'à ce que ça marche. Nous devons multiplier les occasions pour qu'il existe une interaction par-delà les lignes ethniques. Les programmes locaux visant à aller à la rencontre des nouveaux immigrants sont un outil formidable pour une compréhension mutuelle. » Et il va même encore plus loin, en essayant de transformer la défaite
en une forme de réussite. J'ai l'impression qu'à la fin, nous verrons que le meilleur moyen de relever le défi n'est pas de faire d'eux des nous, mais plutôt de créer un nouveau sens plus large du nous. En clair, arrêtons de demander aux nouveaux arrivants de s'assimiler et assimilons-nous à eux. Alors, après m'être renseigné sur cette étude, je me suis demandé si cette obsession de la diversité et du multiculturalisme était aussi présente dans des pays non occidentaux. Et la réponse s'est imposée assez rapidement, non. La promotion de la diversité et du multiculturalisme à tout prix, c'est une obsession purement occidentale. Mais alors, d'où vient cette obsession ? Eh bien, il se trouve que j'ai lu un autre article récemment qui proposait une des hypothèses les plus intéressantes que j'ai pu lire depuis longtemps. Cette hypothèse, elle tient en 2 mots, l'altruisme pathologique. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. L'altruisme pathologique, ou AP pour les intimes, c'est un concept assez nouveau puisqu'il est apparu en 1984 dans la littérature scientifique. Et en réalité, très peu a été écrit à ce sujet. Notamment parce que l'altruisme s'est souvent vu comme quelque chose d'extrêmement positif en Occident. Pourtant, l'altruisme pathologique, édité par Barbara Oakley, qui regroupe les travaux de nombreux chercheurs, montre que ce problème devait être étudié à beaucoup plus grande échelle et avec le plus grand sérieux. Bon, mais alors arrêtons de tourner autour du pot et demandons-nous qu'est-ce que c'est que l'altruisme pathologique ? Eh bien, on pourrait le définir comme une manière sincère d'aider les autres qui finit par faire du mal non seulement à ceux qu'on cherche à aider, mais aussi à soi-même, voire même comme un intérêt malsain pour les autres au détriment de ses propres besoins. Dans le livre de Oakley, on peut aussi trouver cette définition. L'altruisme pathologique induit des personnes à penser faussement qu'elles sont la cause des problèmes d'autrui, ou croire qu'elles ont les moyens de soulager l'autre de ses souffrances. Ou encore, la fausse croyance que le bonheur, le succès, le bien-être d'une personne est une source de malheur pour les autres. Alors, vous le constatez de vous-même, ces définitions ratissent un peu large et partent un peu dans tous les sens, mais ça vous donne quand même une idée. Alors, vous me voyez certainement venir avec mes grands sabots. Oui, il y a un lien à faire entre la mentalité occidentale actuelle et ce fameux altruisme pathologique. Mais avant de parler d'exemples politiques, j'aimerais vous donner un exemple individuel. Un cas typique d'altruisme pathologique, la femme battue. Elle reste avec son homme parce qu'elle craint que son départ ne le conduise à se faire du mal. Elle reste donc avec lui pour le protéger. On pourrait aussi donner l'exemple de quelqu'un qui donnerait trop de nourriture à un enfant pourtant en obésité morbide. Ou bien ces gens qui sauvent de manière compulsive tous les animaux qu'ils trouvent alors qu'ils ne sont même pas capables de s'occuper d'eux-mêmes et qu'ils vivent dans des conditions lamentables. Bref, vous voyez l'idée. Et clairement, oui, c'est un peu comme ça que l'Occident fonctionne aujourd'hui. Ce que les chercheurs ont compris, c'est que la dimension biologique de ce phénomène ne ferait aucun doute. Ce ne serait donc pas un comportement acquis, mais inné. Les traits derrière les comportements altruistes sont sous influence biologique. Ils se manifestent via un faisceau de chemins neurohormonaux et de mécanismes que l'on commence tout juste à comprendre. Ce qu'ils ont compris, c'est aussi que l'altruisme pathologique toucherait bien davantage les femmes que les hommes. Des études psychologiques ont d'ailleurs analysé le cerveau de plusieurs sujets alors qu'ils regardaient la punition de joueurs qui auraient triché au cours d'une partie. De manière générale, les hommes perdent leur instinct de sympathie envers l'autre dès qu'ils jugent que la punition est méritée, alors que les femmes, elles, restent dans l'empathie. Alors, est-ce que l'Occident, dans son ensemble, aurait une tendance plus grande à l'altruisme pathologique à cause de la féminisation de la société? Bon, c'est un peu difficile à affirmer. En revanche, l'Occident offre bel et bien des conditions de vie qui permettent aux altruistes pathologiques de se livrer à leur penchant avec toutes les conséquences que ça a pour eux-mêmes et pour les autres. Je m'explique. L'altruisme est lié à ce qu'on appelle le système limbique, ce qui implique que lorsqu'on fait le bien, ou qu'on a en tout cas l'impression de faire le bien, quand on est généreux par exemple, on peut ressentir les mêmes sensations qu'en faisant de la musique, qu'en faisant l'amour, qu'en faisant du sport ou qu'en accomplissant une tâche qu'on apprécie particulièrement. Le truc, c'est que certaines personnes peuvent avoir tendance à développer une addiction à cette sensation d'altruisme, quand faire plaisir fait plaisir. Pour reprendre l'exemple de l'enfant obèse, si vous donnez un paquet de bonbons à cet enfant, il sera certainement très content sur le coup. Mais il serait quand même difficile de dire que vous aurez œuvré à son bien. Pourtant, la personne atteinte d'altruisme pathologique ressentira énormément de plaisir à avoir fait plaisir à cet enfant. Bref, c'est pas parce qu'on pense qu'on a fait quelque chose de bien qu'on a réellement fait quelque chose de bien.
Mais pour qu'une réaction chimique se produise dans le cerveau, il suffit que la personne pense avoir fait quelque chose de bien, qu'importe que son action ait des conséquences positives ou non. Prenons un exemple plus politique maintenant. L'un des combats favoris de l'extrême gauche, c'est le combat pour favoriser une immigration massive. Ici, on est vraiment en plein dans l'altruisme pathologique. D'ailleurs, il suffit de regarder le comportement de certains de ces manifestants d'extrême gauche en manifestation pour comprendre que dans leur cerveau se passe tout un tas de réactions chimiques qui leur procurent certainement énormément de plaisir. On n'a plus peur de vos actes, tapez-nous, tuez-nous si vous voulez. On meurt pour la cause, on meurt pour nos idées, on meurt pour l'humain. Vous êtes des traîtres à votre classe sociale. Vous devriez être avec le peuple, vous devriez être avec nous. L'extrait que je viens de vous passer, c'est une manifestante qui exprime sa colère et sa volonté d'apparaître comme une héroïne à la gaieté lyrique. Donc pour faire plaisir à quelques individus, des migrants illégaux qui sont venus pour avoir accès au confort de l'Occident, ils vont mettre en péril toute la cohésion sociale du quartier, mais aussi provoquer énormément de tensions, de violences, de problèmes politiques plus larges, pour au final apporter beaucoup plus de mal que de bien. Mais ces gens sont tellement persuadés d'être en train de faire le bien, ils sont tellement persuadés d'avoir raison et que leurs adversaires ont tort, ils sont tellement galvanisés par ce sentiment d'altruisme, par cette impression de se battre pour la bonne cause, que dès lors, toute critique ou toute contradiction devient quasiment impossible. Et en Occident aujourd'hui, peu de choses procurent autant d'autosatisfaction que de dénoncer ce qu'on appelle, très souvent, à tort et à travers, le racisme. En fait, ils sont animés exactement par les mêmes sentiments que les fanatiques religieux d'antan qui brûlaient les hérétiques. Leur certitude d'être en train de faire le bien va totalement suspendre leur capacité à faire preuve d'esprit critique et à mesurer les conséquences de leurs actes. Pour donner des exemples concrets des conséquences néfastes de la philanthropie à très grande échelle, on pourrait parler de grands donateurs comme Madonna, Bill et Melinda Gates, Warren Buffett et bien d'autres encore, qui se gargarisent de donner des milliards de dollars à l'Afrique. D'ailleurs, selon la Banque mondiale, depuis 1960, le montant total des aides financières accordées à l'Afrique sous forme d'aide publique au développement est estimé à environ 1500 milliards de dollars. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a eu peu d'effets positifs. Mais pire encore, ça a carrément des effets négatifs. Si vous l'avez jamais vu, je vous conseille vivement cette conférence vieille de 12 ans d'un ancien bénévole qui explique pourquoi aider l'Afrique n'est pas une bonne chose et que ça nuit aux Africains. Aider l'Afrique au moindre problème, c'est les empêcher de faire face eux-mêmes et donc c'est les empêcher de développer des solutions par eux-mêmes. C'est les condamner à être dépendants de la générosité des Occidentaux. Ces dons de plusieurs milliards à l'Afrique, ça rend en réalité très peu service aux Africains, mais ça permet à ceux qui les font de s'offrir une excellente réputation auprès du grand public, mais c'est surtout dans leur cerveau une récompense psychique digne d'une drogue dure. En fait, certains des auteurs du livre vont même jusqu'à dire qu'il n'y a jamais d'acte altruiste qui ne soit pas intéressé. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la journaliste Linda Polman, qui a mis en lumière le fait que les aides internationales en Afrique avaient déclenché des catastrophes humanitaires tout simplement parce que des gangs en Afrique commettaient des atrocités pour pouvoir récupérer le contenu des camions des associations d'aide humanitaire. De même, en Sierra Leone, le Front Uni de Libération s'est fait connaître à la fin des années 90 en coupant les bras des femmes et des enfants dans le but justement d'attirer plus de générosité de la part des Occidentaux. L'altruisme pathologique, c'est-à-dire l'altruisme poussé à un point extrême sans même se soucier des éventuelles conséquences négatives pour le simple shoot d'ocytocine que ça procure, c'est un phénomène qui semble quasiment exclusivement occidental. Alors pourquoi? Est-ce que ce serait lié à la biologie des cerveaux occidentaux ou est-ce que c'est tout simplement parce que pour se permettre ça, une société doit avoir atteint un certain niveau de richesse matérielle? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a que les Occidentaux qui ont élevé l'altruisme au-dessus de tout autre idéal culturel, comme le patriotisme par exemple. Alors il y a peut-être aussi des raisons culturelles à ça, les fameuses vertus chrétiennes devenues folles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'Occident se préoccupe à ce point-là du droit des animaux ou de l'écologie, c'est parce qu'ils sont tenus éloignés de nombreux dangers comme celui de mourir de faim. Mais la plus grande folie de l'Occident, c'est de penser que cet altruisme est commun à la Terre entière, alors qu'il est en fait une particularité occidentale. La question est donc de savoir pourquoi d'autres pays, d'autres cultures non occidentales, mais tout aussi riches, ou presque, ne sont pas atteints de ce mal. Dans le livre de Oakley, l'un des chercheurs a conclu en disant ceci. Le détachement par rapport à son groupe d'appartenance, c'est la plus haute forme d'altruisme. L'humanité entière profiterait de ce que les individus ne se sacrifient plus pour leur groupe d'appartenance.
Le truc, c'est que cette capacité à rompre avec son propre groupe au nom justement de l'altruisme ou du bien commun, c'est encore une fois un trait purement occidental. Parmi les autres pays riches, on retrouve notamment des pays asiatiques, mais dans ces cultures, l'idée de se détacher de son groupe, de renier sa propre culture, sa propre civilisation au nom du bien commun, c'est une idée qui passerait à juste titre pour quelque chose de totalement absurde. Et donc cette volonté de tout sacrifier au nom de principes qui semblent supérieurs, généreux et bons, eh bien on la retrouve bien évidemment dans cette volonté d'imposer la diversité et le multiculturalisme partout en Occident, quand bien même les conséquences sont néfastes pour tout le monde. D'autres chercheurs ont écrit des conclusions bien différentes dans ce livre. Et c'est pour ça qu'il est si intéressant d'ailleurs, on n'a pas qu'un seul son de cloche. Et l'un d'eux affirme notamment que les groupes qui veulent agir de manière altruiste envers les autres devraient le faire au minimum avec des groupes qui suivent les mêmes règles qu'eux. Et effectivement, cette conclusion-là semble beaucoup plus raisonnable, parce qu'elle permettrait de créer une sorte de cercle vertueux et de tirer tout le monde vers le haut. Bref, de faire de l'altruisme quelque chose de great again. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, une vidéo qui se base sur plusieurs articles du livre « Si nous ne faisons rien » dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo. Alors je vous invite vivement à aller la voir si vous ne l'avez pas déjà vue. Bien que le sujet soit assez clivant, je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à en tirer.